Comme vous l'avez compris, depuis quelques jours, ceci n'est pas un festival comme les autres. C'est d'abord un lieu de travail, de rencontre, de rendez-vous. On s'offre le luxe de penser ensemble quelques mots. Cinéma, bien sûr, mais à partir de ce mot cinéma, d'autres mots qui ne sont pas les plus courants lorsqu'on parle de cinéma. Voilà. Expérience, par exemple. Expérience artistique. Geste. Ces mots-là, ce sont des mots que nous forgeons et qui nous travaillent depuis bientôt 30 ans. Jean-Pierre Daniel et moi. Je pense que ça fait 30 ans quasiment tout le monde qui se connaît. Il a présenté lui-même, je dis juste le trois petites choses, toute l'importance pour moi de s'écouter, réciproquement. Ça fait 30 ans qu'on le fait, mais par un public. C'est vrai, j'appelle toujours un film, un moindre geste. Là, nous allons continuer, publiquement cette fois-ci, un chemin que l'on trace, lui et moi, depuis 30 ans, dont je pense que nous avons besoin mutuellement, essayer bêtement de comprendre ce que c'est que le cinéma, je vais dire. On pourrait savoir, ça va de soi, mais non pas du tout. Ça fait 30 ans maintenant qu'on a la carte. Mais on ne suit pas des chemins balisés, j'ai même envie de dire que les chemins, on les trace nous-mêmes. On va peut-être vous parler ce matin de nos lignotères, des chemins que nous traçons à tâtons. Essais, digression, fausse piste, retour, bivouac, voilà, ça fait 30 ans qu'on fait ça. Autour d'un certain nombre de questions qui donnent naissance, quelques années après, à des manifestations ou des rendez-vous comme celui-ci. Jean-Pierre Daniel, d'abord, moi personnellement, je ne lui dois beaucoup, je pense que c'est une des deux premières personnes à avoir eu cette idée saugrenue d'inviter un Belge dans leur salle. C'est grâce à lui que j'ai été un peu repéré. Et Jean-Pierre a plusieurs facettes. En fait, c'est la même. Et on va essayer de parler ça ce matin. C'est pas évident de donner sa fiche technique, comme on dit dans les trucs de cinéma. Mais la première fois qu'on s'est rencontrés, où je l'ai croisé, c'était officiellement comme pédagogue, voilà, comme artisan pédagogue, dans une institution, entre guillemets, qui n'était peut-être pas encore totalement, qu'il est devenu, qui s'appelle Ensemble de cinéma, un groupe de réflexion. Autour, non pas, comme on croit trop souvent, de l'éducation à l'image, même si ça l'est devenu, mais au départ, c'était plutôt l'idée de transmettre le cinéma comme terrain de jeu, comme terrain d'expérience, comme terrain d'enfance, comme lieu de l'enfance de l'art, peut-être. Et puis, ce Jean-Pierre Daniel, je l'ai retrouvé, c'est lui qui m'a invité, dans ce qu'on appellerait un peu trop vite une salle de cinéma. C'est vrai qu'officiellement, on l'avait aussi présenté comme directeur de l'Alhambra. L'Alhambra, un cinéma, effectivement, dans les quartiers nord de Marseille, du côté de l'Estac, à Saint-Henri. Sauf que très vite, avant de le fréquenter, j'ai découvert que ce n'était pas une salle de cinéma. Tout à fait. C'était le bâtiment, oui. Il y avait bel et bien un écran, il y avait des salles d'exposition, il y avait moyen de manger. C'était d'abord une maison en cinéma, une maison du cinéma, une maison en cinéma, comme effectivement on parlait d'antan, de maison du peuple. Et puis, à force de le fréquenter et de régulièrement aller à l'Alhambra, j'ai découvert qu'il avait fait un film. Je ne le savais pas au départ. Il m'a fallu de nombreuses années pour comprendre que la très belle photo qui se trouvait sur son bureau, et que je trouvais splendide, énigmatique, et qui représentait un garçon qui ressemblait à un cerf devant un arbre, s'appelait Yves, et que ce Yves, en fait, était le personnage central d'un film de Fernand Deligny, oui, mais réalisé par Jean-Pierre Daniel au montage. Voilà. Des ramifications que vous entendiez le coup d'îlot dans le même archipel d'expérience de vie. Et le fil en aiguille, je découvre que ce film, Le Moindre Geste, a été tourné par Fernand, était conçu, inventé par Fernand Deligny, mais monté par Jean-Pierre, qui n'est pas monteur. Au départ, il n'était pas monteur. Il avait fait des études de cinéma à l'IDEC, mais comme caméraman. C'est un homme d'image. Voilà, j'ai trouvé ça très beau. Un homme d'image devenant monteur. Et ce monteur devenant peut-être le co-auteur du film. C'est lui qui a inventé Les Moindres Gestes. Le Moindre Geste, un film de Fernand Deligny, inventé par un monteur qui est en fait un caméraman.
et qui a évidemment repéré des images dans ce film qui ont été faites par José Manetti, qui elle n'avait auparavant jamais touché une caméra de sa vie. Alors là, on ne peut pas me dire qu'on est dans un territoire de jeu, un territoire d'expérience, dans le beau sens du terme, et que c'est cette expérience-là qui a inventé le film. Voilà. Ça, ce sont quelques petits cailloux, et nous allons ricocher entre ces cailloux. Voilà, on va sauter de petite pierre en petite pierre. Ce n'est pas un parcours biographique, nous allons partir, et il va vous expliquer, on va faire ça en deux temps. D'abord, Jean-Pierre va poser sur la table un certain nombre de cailloux. On va peut-être un peu préciser, dialoguer. On prend une heure et demie pour ça. Et puis après, sur tout ce qu'on aura déposé, on verra ce qu'on aura déposé. On n'aura peut-être pas le temps de tout déposer. On va déposer un certain nombre d'éléments. Et on propose après de mener une réflexion collective, tous ensemble, autour de ces beaux gestes, expériences artistiques et également cinéma. Bon. Je ne sais pas lequel c'est qui vous parle ce matin de tous ces personnages que Patrick a évoqués, mais pour commencer, j'avais envie, en pensant à cette rencontre, je sais que je peux parler facilement, que je peux improviser, et j'ai toujours très très peur de moi, ce point-là. Donc, de plus en plus, je suis amené un peu à écrire avant pour caler un peu les choses. Et donc, peut-être que le début de l'intervention, je vais m'appuyer sur ces notes, puis je les lâcherai vite pour être plus directement. Mais bon, j'ai écrit en pensant à cette matinée. Première chose, je ne suis pas un enseignant de cinéma. Je n'ai pas la volonté de vous transmettre par une didactique élaborée un savoir sur le cinéma. Donc je suis un praticien, Patrick l'évoquait, et au fur et à mesure que le temps passe et autres, je cherchais, on me dit, qu'est-ce qu'on dit de toi, cinéaste, ça ne me va pas, je ne sais pas trop, enseignant, donc je le renie. Et puis voilà, je me suis inventé cette idée, je suis un artisan pédagogue et en cinéma, et le en cinéma c'est Patrick, c'est lui qui a souvent évoqué les choses en disant on est en cinéma. Et donc je suis un artisan pédagogue en cinéma qui exerce son activité depuis 70 ans dans le cadre du service public. Je suis fonctionnaire. Alors pourquoi prendre la parole devant un public de jeunes gens, aujourd'hui immergés et engagés dans la production d'œuvres, de formes, de pensées, de situations, de lieux, à partir de leurs propres expériences et de leur rapport au monde, ici et maintenant. C'est un peu vous, ceux qui étaient avant, ceux qui viendront. Et j'ai souvent vécu cette situation à votre place, et il me semble que les récits des anciens, les traces de leur travail, qui m'ont été nécessaires tout au long de mon parcours, sont ceux et celles qui percutaient mes interrogations au présent, et m'entraînaient dans des investigations, des recherches qui ouvraient mon travail au présent. Alors je me dis, j'ai deux attitudes possibles en ce moment, au bout de ce parcours de 70 ans, c'est accepter l'invitation et être présent, disponible, évoquer mon itinéraire et répondre à vos questions sur tel ou tel moment vécu qui vous interpelle ici et maintenant. Ne pas m'accepter comme une simple mémoire encore vivante, dépôt d'archives à consulter, mais évoquer et faire vivre avec vous ce qui est mon travail aujourd'hui et plutôt le choix que je fais. Je continue à travailler. Mais je pense c'est un travail qui reste encore vivant, utile, en tous les cas pour moi. C'est cette hypothèse que j'ai choisie. Dégager depuis une petite dizaine d'années maintenant des enjeux stratégiques, économiques, institutionnels, politiques, des projets que j'ai conduits, essentiellement dans les quartiers populaires de Marseille, territoire que je n'ai pas quitté sauf pour 4 ans d'études à Paris. Je travaille avec des contraintes de l'âge et des situations personnelles qui se sont cristallisées autour de moi. Je travaille chez moi, dans un atelier, avec des outils cinématographiques devenant petit à petit obsolètes. Quelques écrans, une visionnelle 16 mm muette, de vieilles caméras déposées là par des amis disparus. Je pense au matériel de Paul Carpitra en particulier qui m'a déposé. Il m'a dit tiens, prends ça, tu en auras besoin. D'innombrables boîtes de photos, de films, de bandes magnétiques, supports de son, d'images, de vidéos de tout format et des boîtes en carton remplies de documents papier les plus divers. Mais je n'ai rien classé et je n'ai fait qu'entasser là tous ces objets. Je n'ai pas pris beaucoup de notes ni tenu un journal. Je ne me suis jamais mis à la perspective de me dire
un jour tu écriras quelque chose. Voilà. Donc c'est un espèce de foutoir. Et j'entretiens à partir de ce lieu, et autant que possible, le réseau des relations amicales et professionnelles établi au fil des années. Et donc j'ai écrit ça, je reste militant. Donc c'est plutôt là, ce matin, on est avec Patrick dans un moment où finalement on a un peu défini un travail possible à venir. Et que, un peu comme il le dit, c'est un lieu où on peut présenter un film en cours de finition ou en chantier. Là, vous assistez et vous partagez un point de départ, extrêmement point de départ, mais qui a le désir, en tous les cas, de faire que ça puisse quelque part devenir quelque chose, un objet, ou voilà. Et donc ce qui se passe là est une lente décantation de la fureur de toute une vie, et ce qui précipite reste sur les écrans et la table sont des traces, des souvenirs de moments, de situations qui gardent intactes toutes les émotions, les étonnements, les fulgurances qui les ont constituées. Tout le reste part à la poubelle. Dans ce long travail de tri, de structure s'organise, se documente, se dépouille, se reformule toute une série de réflexions que nous partageons. J'ai essayé comme ça de dire sur l'enfant, sur l'éducation, l'émancipation, sur le jeu, l'improvisation, l'étonnement, le vivant, l'instantané, la durée, la mémoire, le mouvement. L'art, la poésie, l'indicible, le dévoilement, le symbolique, l'invisible, la spiritualité, le cinéma. Et aussi l'injustice, la haine, la domination, la soumission, l'exploitation, la riposte à la révolution. En fait, l'expérience artistique. C'est comme ça que je le dis. Et ça rejoint ce que disait Patrick. Écrire donc, moi je ne suis pas très à l'aise à l'écriture. Alors peut-être, et ça c'est Patrick qui me le rappelle, et il a bien raison, alors peut-être un dialogue entre des récits, avec des mots, des images, des sons, des hypothèses, des pensées, des écrits, un dialogue avec un autre complice. Une installation ainsi, des livres, des films, c'est ce que nous nous sommes proposés, Patrick et moi, et que nous proposons de commencer avec vous aujourd'hui, de façon un peu publique. Alors, la manière de travailler, c'est là que je vais commencer à lâcher ce papier. C'est Patrick qui m'a lancé comme ça, en me disant, mais finalement, dans tout ça, là, dans tout ce long cheminement, il y a eu des moments où quelque chose, qu'on peut appeler une situation, quelque part l'expérience qu'on essaye de cerner, était en jeu. Pas de façon forcément explicite, mais où vraiment les choses se croisaient et qui a fait trace, qui est resté. Et j'ai essayé de relever quels sont les moments où dans mon parcours, c'est des moments que je garde et qui continuent à me travailler ici et maintenant. Et ça a été un premier chantier, ça a été de les sortir, de les nommer, de les écrire, de commencer à les raconter. Et je vais vous les survoler très vite, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous les raconter toutes. Hein, mais juste, c'est une manière de reprendre un peu mon itinéraire qu'a fait Patrick. Et voilà. La première que j'ai nommée, et on y reviendra, c'est, je dis, 1948, j'ai 9 ans, et je découvre le cinéma avec Les Migrants de Charlot. Et je vous dirai un peu plus tout à l'heure. En 1951, j'ai 11 ans, et je suis élève d'un lycée pilote de l'éducation nouvelle à Marseille. Après la guerre, dans le secondaire, dans le primaire, l'éducation nouvelle était très développée, avec Montessori, Freinet, enfin toute une série d'expériences importantes de la pédagogie se sont développées dans l'enseignement primaire. Mais après la guerre, il y a toute une série d'expériences un peu sur les mêmes approches pédagogiques qu'on appelait à ce moment-là, qui s'est appelé l'éducation nouvelle. Et il y a eu à un moment 4 lycées pilotes qui ont été créés avec des équipes pédagogiques qui sont lancées dans cette aventure. Un à Toulouse, le lycée Bellevue, un à Paris, le lycée Montgeron, un à Marseille, le lycée Marseille-Vert. Il se trouve que j'étais dans ce quartier et que je me suis retrouvé dans ce lycée. Et dans ce lycée, j'ai effectivement eu comme expérience la rencontre avec la scène, le théâtre, le moment, le jeu du corps se mettant à jouer, enfant, autour de personnages. Donc là, il y a une expérience particulière autour d'un personnage dans lequel je me suis retrouvé investi, qui s'appelait Huon de Bordeaux, et qui est effectivement un moment qui me continuait à travailler.
En 58-59, après mon bac de philo, et un peu dans la foulée à la fin de cet itinéraire, on me propose de faire un film. Et donc, je fais un premier court-métrage, et je suis encore... j'ai fini, je suis la première année où je suis à Paris pour préparer l'IDEC, et on me propose, et donc je réalise un film. Et l'idée, c'était de faire un film sur le lycée. Donc, c'était une espèce d'envie, de commande, d'avoir quelque chose. Et moi, j'ai fait un film sur le lycée, mais en créant un personnage d'une jeune fille dont j'étais secrètement amoureux. Donc voilà, j'ai mis le cinéma au milieu d'une certaine façon, et je pense que ça, voilà. Donc après 60-62, on rejoint des choses qui se sont dites hier. Je suis élève à l'IDEC, et donc l'Institut des hautes études cinématographiques est devenu la FEMIS, et en tant qu'opérateur. Et là, je rencontre, en fait, j'ai fait cette école, bien sûr, et je la revendique, mais j'ai surtout rencontré là un opérateur qui était mon professeur, l'idée c'était toujours d'avoir des professionnels qui travaillaient à l'école et qui étaient par ailleurs encore sur le terrain. Et ce professeur, c'est un certain Guylain Cloquet, qui joue un rôle pour nous tous, puisqu'il est aussi un des fondateurs de l'INSAS. Et c'était l'opérateur, disons pour simplifier, c'était l'opérateur d'Alain René de tous les courts-métrages, toute la mémoire du monde, le brouillard en particulier. Et donc voilà, moi je me suis retrouvé en fait élève de Guylain Cloquet pendant 2 ans. Et ce Guylain Cloquet était un fou furieux pédagogique. Il nous a fait faire des choses qui sont complètement, je veux dire franchement, hein, il n'y a personne de l'éducation à l'image qui oserait faire de créer des situations de ce temps-là. Et c'est pour ça que je le revendique très fort. Donne un exemple. Tu veux que je te donne après ça, je commence à raconter, on est foutus les enfants. C'est pas qu'il fait. Par exemple, un jour il arrive et il nous dit, bon je m'en vais pendant 15 jours, il était sur le trou de Becker, je crois, où il était en train de finir. Et je m'en vais pendant 15 jours, alors mon opérateur en était 3. Et il nous amène une espèce de vase minable avec des coquillages, mais vraiment un truc, je sais pas où il avait trouvé ça, dans un poubelle avant de rentrer à l'école ou quoi. Alors il y avait le vase avec des coquillages, il était verdâtre, je me rappelle. Et puis il y avait une espèce de petit livre, à l'époque, donc on filmait en 35 mm, et les opérateurs, quand on leur faisait faire un plan, à la fin du plan, on allait découper dans le magasin un petit bout de pellicule chimique qu'on sortait dans un sac noir et qu'on développait comme une photo. C'est-à-dire qu'on développait le négatif dans une photo révélateur, fixateur et tout. Ce qui fait que pratiquement 1 heure après avoir tourné le plan, on avait quand même ce qu'on appelait les bouts d'essai, qui permettait quand même d'avoir une idée de la lumière, de savoir s'il n'y avait pas une rayure, s'il n'y avait pas... Voilà, c'est une espèce d'image témoin. D'image témoin, et puis voilà, on peut continuer. On a vu ça, on a au moins cette certitude-là, ce qui n'a rien à voir avec le fait que lui, il sait si, dans 30 secondes, s'il a tourné ou s'il n'a pas tourné, en s'arrêtant et en lisant. Et ces bouts d'essai, il y en avait à peu près 500. C'était les bouts d'essai de toute la mémoire du monde. Les statues meurent aussi. Le court-métrage d'Alain René, qui, je ne sais pas si vous avez vu ce extraordinaire court-métrage qui a toute une réflexion sur la statuaire africaine et la façon dont elle est lentement dépossédée de sa propre identité, pour dire. Mais ça veut dire que c'était pratiquement 300 ou 400 bouts d'essai, et c'est toujours, il disait, j'ai filmé pendant, ça dure plus d'1 an, toujours des masques, des masques noirs, et au bout d'un moment, c'est plus qu'on a filmé. Et il avait cette charte, ces 500 bouts d'essai. Ce vase, et les 500 bouts d'essai, il nous dit, je reviens dans 3 semaines et je veux 600 plans de ce on est 3, on a un vase minable, on a les bouts d'essai de René sur les films et les statuaires. Il faut faire ces plans-là. Et pendant une journée, on ne sait pas où on va, on essaye, on monte, on descend, on regarde, on commence à écrire, on met un fond. Et au bout de 2 jours, on ne s'arrête plus. Et on se met à faire des images, à trouver des autres idées, à trouver ceci, en changeant l'éclairage, en changeant l'objectif, en se reculant.
Et on est parti dans un travail comme ça, de manipulation de la caméra, de manipulation de l'image et de la manipulation de l'objet, qui pour moi est un des exercices les plus, que je garde encore comme une espèce de trace. On était complètement dans l'improvisation, il n'y avait pas de règles du tout à respecter. La charte des coups d'essai n'était pas une manière de faire les mêmes images. C'était, moi j'ai été obligé de faire 500 plans sur toujours à peu près le même type d'objet. Et voilà, bref, c'était ça que je voulais que j'évoque. Je peux dire un truc? Oui, c'est ça que je voulais. Et je voulais aussi que, quand tu parles, quand tu racontes cette anecdote, c'est absolument présent. C'est pas une anecdote du passé. Quand je t'entends la dire, on dirait que tu viens de faire le matin ce travail. Et c'est vrai. Parce que moi, ce que je trouve très très beau, sur le projet Jean-Pierre, c'est que ce geste-là, il le fait au quotidien avec des nouveaux outils. Il a eu un iPad bien avant moi. C'est lui qui m'a encouragé à acheter un iPad. Il n'arrête pas, aujourd'hui encore, de bricoler avec des objets modernes. C'est plus la pellicule, mais tant pis. Voilà. Et que je pense, reprendre le fil, mais que tout ce qu'il dit là, le jeu, c'est un peu le mot de manipulation, de jouer, c'est le bricolage, BRIS-collage. Coller des morceaux. Coller des morceaux, ça veut dire faire des raccords. Et ton rapport à la pédagogie est exactement le même. C'est pour ça que j'assistais sur cette anecdote, c'est là que tu as rencontré, c'est du présent en permanence. Et donc ce Guylain Cloquier qui nous lançait dans des histoires comme ça, et donc j'en ai à peu près vécu dans ces 2 ans d'école avec lui, au moins 4 ou 5 de ce type-là, quoi, aussi folle, aussi étrange et formatrice au sens comme lui. Il se trouve que ce Guylain Cloquier qui était en train de créer l'INSAS en même temps, puisque pratiquement l'école a ouvert l'année où moi j'ai fini l'IDEC en 62 et l'école est en 62, et il m'emmène, il dit il faut qu'il y ait un ancien élève de l'IDEC qui vienne me rencontrer les premiers élèves de l'INSAS là, pour leur dire un peu où ils vont. Et juste pour boucler la boucle, le premier élève de l'INSAS officiellement inscrit s'appelle Maurice Lehmann. Et je ne le savais pas. Je ne veux pas. On a le savait, vous, qu'il y avait Maurice. Mais il était aussi le frère d'une photographe qui s'appelait Edmé Joquet, qui travaillait aussi, qui a aussi enseigné à l'INSAS, mais qui était avec la femme d'un certain Serge Lagrange, qui était photographe, et qui était le fils de Léo Lagrange, le ministre du Front populaire. Et donc ces gens-là faisaient partie de cette catégorie de gens qui ont rejoint le ministère de la Jeunesse et des Sports en 1945 pour se lancer dans un travail d'éducation artistique. Et c'est toute l'aventure de ce qu'on a appelé les stages de réalisation développés par l'État entre 1945 et les années où moi, là. Il se trouve que les gens soit les photographes, soit plutôt les plasticiens, les gens de théâtre, de ces grands témoins d'après la guerre, avaient envie d'avoir un jeune étudiant de l'IDEC, ça c'est Guylain qui leur avait proposé, pour venir accompagner un stage d'été à Boulouris, un stage d'été d'art plastique, c'est-à-dire en fait des gens qui pendant 3 semaines se réunissaient pour peindre. Et avec tout un espèce d'échange, et aussi dans des approches pédagogiques que je pouvais reconnaître. Et donc je pars sur ce film, et donc je mets la caméra au milieu de ça, et je découvre toute cette réflexion qui était dans le jeu. Et à la fin de ce travail, qui a après été monté on l'a monté à Paris pendant 1 an, en fait ces anciens là m'ont dit, je vous dis très clairement comme ça, simplement, après, parce que ça peut se lever des... Écoute Jean-Pierre, on aimerait bien que tu viennes travailler avec nous. Ça veut dire que tu rentres au ministère de la Jeunesse et des Sports pour essayer un peu de travailler le cinéma de façon un peu différente de la façon dont il est travaillé aujourd'hui. C'est-à-dire que ces anciens qui étaient plutôt du côté des arts plastiques, du théâtre, de la musique, se sentaient mal avec la façon dont le cinéma existait dans ces milieux-là, à cette époque-là, enfermés, entre guillemets, dans une approche
de type ciné-club, enfermé, entre guillemets, dans une approche du cinéma d'amateur. Et il avait, c'est le mot qu'a employé Serge Lagrange et Pierre Usneau, qui était un plasticien très étonnant, ça manque d'approche artistique. Bien, tu vois, moi j'étais élève, je représentais l'approche artistique, soi-disant, du cinéma. Mais il y avait comme ça une espèce d'envie d'ouvrir, d'appel d'air. Et ma foi, j'ai répondu, j'ai dit pourquoi pas. J'y ai mis qu'une seule condition, c'est, il me semble que tenter quelque chose comme ça, c'est possible qu'à une seule condition, c'est que je le tente dans un espace que je connais, où j'ai vécu. Et donc moi, si je suis à Marseille, c'est possible, peut-être. En tout cas, de commencer. Je n'avais jamais pensé que j'y resterais toute mon histoire, tout mon itinéraire. Et donc, je suis nommé à Marseille comme conseiller technique et pédagogique de cinéma. Et je ne partirai pas de Marseille. Je suis retraité du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et j'ai pris ma retraite, alors je continuais à piloter l'Alhambra. Donc, en fait, comme j'ai dit, je ne sais pas, oui, je suis peut-être à la retraite, mais peut-être que j'ai jamais travaillé. Alors, survol, octobre 62, après la guerre, je l'ai dit par rapport à ce qui s'est dit hier, la guerre d'Algérie, dans ma génération, nous a marqué de façon extrêmement importante. Et moi, en 68, j'ai 30 ans, c'est-à-dire qu'à la limite, je suis un vieux. L'histoire qu'on a évoquée hier et qu'on évoque autour et qu'évoque Jean-Louis dans son film, c'est effectivement, c'est les 20 ans qui l'ont vécu comme ça. On était déjà, on traînait la guerre d'Algérie dans nos bottes. Et pour moi, pour moi, c'est Adieu Philippines, mon film. Mais parce que j'y suis dedans. Autant à la place de Rosier à la caméra que dans les personnages, que dans celui qui va partir, dans celui qui revient. Et que entre la guerre d'Algérie, la fin de la guerre du Vietnam américaine et cette période très compliquée politique qui est là à ce moment-là, disons qu'on reste là dans cette histoire. Et moi j'ai fini mon service militaire au service cinéma des armées et je vais filmer la bombe atomique au Sahara. Ce qui est drôle de truc. Mais il se trouve que je découvre dans ce monde-là un copain qui va devenir mon ami, qui est malheureusement disparu, et qui s'appelle Jean-Pierre Rue, et qui est un élève des arts et métiers, qui est quelqu'un qui a un fou furieux de la technique, de l'électronique, et qui va s'emparer au service cinéma des armées d'un outil qui s'appelle le Nagra, qui est l'enregistreur portable qui va petit à petit être posé. On va pouvoir le synchroniser avec des caméras auto-silencieuses, mais c'est vraiment cette période-là où ça commence à peine. Et Jean-Pierre va rencontrer, par son geste, un autre grand personnage de l'ingénieur du son de cette époque, qui s'appelle Antoine Bonfanti, et lui, Bonfanti du côté plutôt marqueur, documentaire, et Jean-Pierre qui a développé une pratique du son direct dans l'industrie du cinéma la plus classique et de l'industrie donc de la fiction. Et son premier grand avènement, Jean-Pierre, c'est qu'il fait le son direct de Manu Chemod de Romer. Et si vous revoyez un jour Manu Chemod et que vous vous dites ce film a été entièrement, il n'y a pas un son doublé dans Manu Chemod, et que vous y repensez, donc c'est assez incroyable cette aventure-là. Et donc cette espèce de travail possible de dire on est là, on tourne, et tout le son, je le prends au moment du tournage. Et de dire au réalisateur, il n'y aura pas besoin de doubler. Il y aura pas. La matière sonore vient du moment du tournage. Donc ça a été un peu son itinéraire tout au long de sa vie. Mais ça l'a amené effectivement à travailler avec immensément de réalisateurs, et la filmographie de Jean-Pierre est impressionnante. Et entre autres, c'est devenu l'ami de Jean Eustache. Donc il est il fait la Rosière de Pessac avec Jean Eustache, et surtout, il fait La Maman et la Putain. Et donc La Maman et la Putain est un film entièrement tourné en son direct. Il n'y a pas un son doublé, il n'y a pas un son qui vient d'ailleurs. Donc c'est une espèce de connivence avec le réalisateur.
Et il fait aussi le son qui était évoqué là hier, le portrait de la grand-mère, comment il s'appelle ? Numéro 0. C'est aussi Jean-Pierre qui le fait. Bref, donc pour moi c'est aussi, comme Guilain Cloquet, ça fait partie des personnages qui jouent. Mais je traîne là, je ne devrais pas en faire trop. Je vais sauter comme ça, mais bon, Patrick a dit... Donc j'ai nommé pour l'instant à peu près 15 à 16 situations qui peuvent être des moments où je peux les prendre et à partir d'elles développer et tirer des fils pour essayer de cerner, comme Patrick le dit, et on se le propose tous les deux, de cerner cette notion d'expérience, où le cinéma est dans l'expérience, et si vous voulez, on ne joue pas pour rire. C'est cette idée, on peut jouer pour rire, ou on peut jouer pour de vrai. Moi j'adore les enfants qui vous disent, on joue pour de vrai. Et on ne joue pas pour rire. Et pour caricaturer, je pense que malheureusement, dans des situations d'éducation artistique, souvent, on ne se rend pas compte qu'on va jouer pour rire alors qu'on devrait jouer pour de vrai. Et qu'on ne crée pas des situations où il y a d'abord un engagement dans quelque chose où on ne sait pas où on va. On a à peu près un cadre, on sait à peu près qu'on va jouer aux quatre coins, qu'on va... Bon, d'accord, il y a des petites règles, mais c'est pratiquement ces règles-là, elles ne se trouvent pas à déterminer le jeu. Le jeu, il va se créer, s'improviser, se retravailler. Et c'est un peu autour de ces thématiques-là qu'on réfléchit, qu'on cherche. Et donc, l'idée, c'est pas de les théoriser comme ça, mais c'est sur une expérience, sur un moment comme ça, comme par exemple l'histoire de Cloquet ou quoi, c'est d'essayer de voir, ah oui, il y a ça, là il y a l'improvisation, là il y a... Et d'essayer de pouvoir le nommer, l'illustrer, avoir une photo, un bout de texte, renvoyer ça à des textes. Parce que sur la notion d'expérience et d'éducation artistique, moi juste, je le dis maintenant, on n'y reviendra peut-être pas, il y a aujourd'hui, très concrètement, dans la réflexion sur ces notions-là, il y a la réémergence d'un auteur qui est pas, enfin, j'ai l'impression qu'il n'est pas très connu dans nos milieux, qui est John Dewey, qui a écrit un livre qui s'appelle L'art comme expérience. C'est un philosophe, entre guillemets, on dit pragmatiste. Je suis pas capable de vous le présenter, mais son enseignement, sa réflexion sur l'art comme expérience, et la façon dont tous les fils qu'on peut tirer de ça pour essayer de comprendre que l'éducation artistique n'est pas un enseignement, c'est quelque chose d'autre, c'est une posture, c'est autre chose. C'est comme si vous voulez, si on réduisait le rapport au corps et au sport, on dirait, on se baigne, on apprend à nager, mais on ne met pas un gamin sur un plot en lui disant la brasse c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et après on le fout dans l'eau, il se noie. La question c'est effectivement comment apprendre à nager, ou comment découvrir le plaisir de l'eau pour peut-être à un moment, effectivement, peut-être faire un 100 mètres et avoir le titre olympique parce qu'on a travaillé son geste. Voilà, c'est un peu... Je schématise, mais c'est une réflexion qui me paraît être complètement, aujourd'hui, en chantier. C'est pas quelque chose qui est derrière nous, c'est plutôt des réflexions qui sont en train, au contraire, d'ouvrir les pistes par rapport à ce qui nous intéresse. Bon, je vais sauter et je vous propose de faire une petite tentative sur la première des expériences. Donc je vais vous la raconter telle que je l'ai écrit. Et puis de cette petite écriture-là, c'est tirer 2 ou 3 fils. Disons que sur cette expérience-là, bon, je peux tirer ce fil-là, je peux tirer ce fil-là, et j'en ai choisi 2 ou 3 pour ce matin. Donc l'expérience, je l'ai écrit comme ça. En 1948, j'ai 9 ans. Mes parents décident de passer Noël à l'auberge de jeunesse des Baux-de-Provence avec le groupe folklorique Loup Calin de Marsillo, devenu depuis 1945 le cadre principal des amitiés familiales. J'ai 9 ans et je danse les danses folkloriques provençales avec le Calin de Marseille. Absolument. C'est pour ça que j'ai presque dansé hier soir. L'auberge est tout en haut du village, sur la place de l'église Saint-Vincent, où est célébrée la messe de minuit des bergers.
Elle était investie par des tisserands. Les Baux de Provence à l'époque, peut-être que vous avez une idée aujourd'hui de ce que c'est que les Baux de Provence, c'est le Mont Saint-Michel en Provence, hein, à peu près. Et à l'époque, il n'y a personne. C'est un village désert, détruit, toutes les maisons sont vides. Il y a en haut du village un espèce d'hôtel qui s'appelle l'hôtel des Porcelets. Et il y a là-dedans une bande de gonzes qui ont créé une auberge jeunesse, qui est une de celles qui, dans la région, est particulièrement connue. Et elle est donc juste à côté de l'église, qui, à Noël, où se produit à Noël une des messes les plus courues de toute la Provence, parce qu'il y a les bergers de la Crau et les moutons. Donc c'est un espèce de moment solennel de messe de minuit. Et au cours de, je reviendrai un petit peu, au cours de ce séjour, arrive à l'auberge un homme, alors j'ai écrit entre parenthèses agiste, parce que c'est le terme commun, c'est des agistes. Il y avait les gens qui étaient les auberges jeunesse, c'était un mouvement, les auberges jeunesse. On en dira deux mots. Donc cet homme, un agiste, faisant partie du réseau, arrive avec un vélo qui tire une remorque chargée de bobines de film et d'un appareil de projection. Et si vous regardez en haut, je crois que c'est la salle qui est un peu plus haut, il y est l'appareil de projection. C'est un vieux debris qui est au deuxième ou au troisième étage là. C'est un vieux debris. Alors c'est drôle, c'est que pour le moment c'est aussi un vieux debris. Et donc cet homme-là qui arrive là et qui, avec sa charrette, qui sort son pied, sur pas un écran, il demande un drap et il prend un drap dans la grande salle devant la cheminée. Et il nous projette les migrants de Charlot. J'ai jamais oublié ce moment-là. Et ce que je vous propose avant d'en tirer un peu plus, pour qu'on partage quelque chose, c'est qu'on revoie les migrants de Charlot, maintenant. Et après, on sera un peu plus dans cette auberge jeunesse, un sort de Noël de 1948, et je le découvre en même temps que vous. J'avais envie que cette rencontre, qu'il y ait un film qui soit là entier, peut-être que c'était trop par rapport au temps qu'on a. Dans les deux ou trois films que j'avais envie de tirer à partir de cette expérience-là, de ce moment que j'ai vécu à 9 ans, le premier, c'est l'idée que je me retrouve dans une situation où j'en ai pas conscience, je suis gamin, mais il y a une drôle de conjonction qui est là. On est juste après la guerre, et l'idée, si vous voulez, que j'ai envie de vous dire en deux mots, c'est cette idée que l'éducation populaire, elle est pas née un matin, en 1945, dans une forêt du Vercors. C'est pour simplifier. C'est quelque chose qui
qui est en germe, qui vient, c'est un moment d'histoire qui en 1945 s'est organisé peut-être d'une autre façon. Et disons que l'éducation populaire n'est pas née comme ça, d'un coup, on fait référence souvent à l'éducation populaire en disant elle est née en 1945, c'est souvent en 1945, mais plein de choses sont en germe avant. Et dans la situation que je vis, je vous pointe plusieurs choses. C'est un milieu d'enseignants, ma mère est enseignante, donc il se joue là le début de réflexion entre des enseignants freinés, des enseignants classiques, comment on gère, comment on installe une pédagogie freinée dans le temps scolaire public. En 1945, ça ne va pas de soi. Ça veut dire que toute une série de gestes qui naissent en 1945 ont comme référence des moments de 1936, des choses qui se sont jouées au moment du Front populaire autour de... Par exemple, ma mère était secrétaire d'une maison de la culture en 1936 à Toulon, mais ça n'avait rien à voir avec les maisons de la culture qu'on découvrira par la suite, ni celle de Malraux, ni celle de la Fédération française. Des endroits où on pouvait rencontrer et inviter Aragon ou des gens comme ça venant faire une conférence. Ces fils-là se croisent avec cette drôle de relation entre folklore et politique. Je vous l'ai dit, au Beau, on va assister à la messe de minuit, une espèce de messe de minuit assez fantastique avec des moutons, avec des bergers, et on est une bande, toute la famille est là, tous les gens qui sont là, c'est une bande de mécréants. Le poète occitan qui nous emmène dans cette histoire, c'est un poète occitan marseillais qui est absolument en rupture avec tout ce qui pouvait se construire du côté du Félibrige, le Mistralin, le Mistral et autres. Donc encore une contradiction, et on est là, et on va aller à la messe de minuit tout en étant dans ce milieu-là. Les clivages en 1948 ne sont pas complètement les clivages entre ceux qui ont été pris dans la résistance ou ceux qui n'ont pas été dans cette résistance. Tous ces gens-là, qui sont autour de moi, dans leurs différentes appartenances, sont plus ou moins liés à des aventures qui, pendant la guerre, sous Pétain, ont trouvé des formes, par rapport en particulier dans les mouvements de jeunesse. Souvent, on dit que le CNC, il a été fondé sous Pétain. Je veux dire, quelque chose de... On ne peut pas d'un coup rompre et tac, en 1945, ça y est, on repense les choses et on nettoie. C'est pas vrai. Et si vous voulez, cette complexité-là vient s'ajouter cette histoire des auberges de jeunesse. Et dans les auberges de jeunesse de 1945, c'est aussi les clivages clérical, anticlérical, laïque et confessionnel sont extrêmement forts. Ils sont presque plus forts que les clivages entre résistants, communistes et collabos. Il y a quelque chose, si vous voulez, de l'ancien là, et on tire des fils la très grande influence d'un Giono juste avant la guerre. Il est encore là, Giono. Hein. La manière dont Giono, qui était une espèce de personnage qui a envahi l'imaginaire de toute une série de jeunes entre 1936 et la guerre, c'est aussi le même qui, et l'auberge de jeunesse en question, en 1940, dans les auberges de jeunesse qui viennent de Giono, qui ont tout un fond anarchiste, viennent se cacher des gens, un certain nombre de jeunes qui sont réfractaires à rentrer dans l'armée pour combattre le clérisme. C'est pas pour... Et Giono est enfermé et fait prisonnier en 1940 parce qu'il prônait une opposition, un refus à cette guerre qui arrivait en 1940. Et tous ces militants, c'était tous des militants, entre guillemets, de la Fédération des hommes laïcs, de la région, de tous ces mouvements qui vont se structurer petit à petit et qui vont être ce qu'on appelle des mouvements d'éducation populaire. Ils ont ces histoires-là. Moi, je ne m'en rends pas compte, j'ai 9 ans, je suis au milieu de cette nuance-là, mais je me rends compte à quel point la complexité de ces enjeux qui existaient là autour de moi est restée en moi. Comme l'idée, c'est pas vrai, ça ne va pas de soi. On n'est pas les purs et les impurs dans cette aventure. Et la façon dont l'éducation populaire vient de quelque part, s'est construite et s'est refondée d'une certaine autre façon à partir de 1945, c'est quelque chose auquel je tiens. Il me semble que c'est important de le... Voilà, c'était là. Je n'en avais pas conscience, mais je me rends compte que j'ai jamais séparé ce film de la messe de minuit
de ce complexe des gens qui étaient autour de moi, de la meilleure amie de ma mère qui était une enseignante freinée, de mon père qui restait un virilisé, canard enchaîné tout le temps, mais il restait très pacifiste quelque part. Pour mon père, il n'y a pas eu d'autre guerre que la guerre de 14. C'est la guerre. Quand on parlait de la guerre d'Algérie, que mon frère, qui était plus vieux que moi, lui, a fait, 37 mois, je crois, en Algérie, et on parlait de la guerre et du fait que mon frère était en Algérie, il disait, c'est pas la guerre. La guerre, c'est 40, c'est 30, c'est 14, c'est la guerre, c'est la grande guerre. C'est des choses qui... Et c'est des gens, c'est des hommes qui sont effectivement, qui ont suivi ces fils tissés en particulier autour de Giono et autour du pacifisme. Et les auberges de jeunesse sont un des endroits comme ça où se sont rencontrés des approches anarchistes, des approches libertaires, des approches qui ne se disaient pas écologistes à l'époque, mais qui étaient de cet ordre-là. Et juste pour faire un saut par rapport à ce que vous avez un peu compris de mon histoire, c'est l'époque, exactement, dans ce mouvement-là, que Deligny commence ses gestes. Il est à travailler culture, mais il envoie les jeunes, il sort d'Armentières, des délinquants. Son geste, c'est de dire, je te sors parce que tu n'as rien à foutre, entre guillemets, en prison, et tu t'en vas dans un réseau. C'est quoi le réseau? C'est les auberges de jeunesse. C'est-à-dire des endroits où on pouvait envoyer un jeune délinquant en le sortant d'Armentières et en lui disant, si j'entends plus parler de toi, c'est que ça va bien. Et c'est les réseaux de ces milieux-là qui existaient. Donc voilà, c'était un premier fil sur lequel je réfléchis beaucoup, c'est cette idée d'une continuité de tous ces mouvements et la façon dont le politique travaille et s'articule. On aura la même chose, je vous dis, entre 62 et 68, comme après, avec les différents. Chaque fois, c'est des mutations qui se vivent et ça me paraît important. En tous les cas, c'est un des fils que je tisse moi de ce moment-là, en ayant l'impression que je garde en moi cette complexité, d'une complexité historique, sans forcément effectivement la nommer à l'époque. Le deuxième fil que j'avais envie de tirer, c'est que ce mec, ce Claude Morenas, qui vient avec son vélo, c'est un drôle de zozo. Et je vais simplement vous lire deux, trois passages. Donc, Claude Morenas, avant la guerre, a construit une des premières grandes maisons d'auberge de jeunesse du côté d'Apt, au pied du plateau d'Albion où est Jean Giono. Et donc après la guerre, parce qu'il avait plus ou moins comme ça déjà eu des contacts avec les offices éducateurs du côté de Nice, donc il avait quelque chose à voir avec le cinéma et il était un fou, il aimait ça, il y allait à fond. Et du coup il se met à dire à la Libération, en 1945, il entend parler du cinquantenaire du cinéma, et il dit je vais faire une tournée du cinquantenaire du cinéma, et il se met à devenir projecteur cinéaste ambulant. Et je vous lis juste, c'est un livre qui raconte son histoire, qui est un livre incroyable. Et il dit, à Sarrion, je loue la salle de la place, salle tout en hauteur, pas de recul, 8 mètres, objectif 50, écran ridicule par rapport à celui de la salle équipée en 35. Je décide d'ouvrir toute grande la porte du dégagement qui donne sur la place et d'installer mon appareil dehors, sur un échafaudage de tables, de bistrot, de chaises, de caisses de bière, de morceaux de planche, de bouts de carton et d'affiches pliées en 16. Juste avant la nuit, je fais un essai, c'est parfait. Hélas, depuis 1 heure, déjà le ciel devient menaçant. Un orage énorme se prépare. Passera pas. Sur le coup de 21h, les éclairs sillonnent le ciel. Le tonnerre gronde, trop tard pour oublier mes batteries et refaire un échafaudage dans une salle déjà pleine à craquer. Le fond est rempli d'hommes debout dans le promenoir. Le cafetier me prête une échelle double et l'instant où je commence la projection, sans arrêter l'appareil, on installe une bâche à cheval sur l'échelle. Je traîne des panneaux d'affichage et improvise en hâte un abri. Les premières gouttes tombent déjà, larges et rapprochées,
Puis bientôt c'est la trombe le plus diluvienne, véritable pluie de cinéma comme dans les films exotiques quand on simule les cyclones, les tornades en versant des seaux d'eau devant l'objectif. Sauf qu'il peut, non. L'appareil est à l'abri, le public aussi, c'est l'essentiel. L'opérateur pied dans une flaque d'eau tient un parapluie comme Keaton dans La Maison démontable. Le film se déroule normalement, le public s'esclave comme si de rien n'était. La projection à travers l'orage ne paraît pas tellement souffrir à en juger par les tempêtes de rire qu'on entend à l'extérieur. Toujours stoïque, debout, je surveille le film, prends le courant, provoque le court-circuit et sur l'objectif, recharger mes bobines et toujours sous mon pépin, qu'une âme charitable maintient ouvert lorsque j'ai besoin de mes deux mains. À 23h, le ciel lavé, lui, d'étoiles, le public s'en va satisfait. Je crois bien que j'ai pris un bon rhume. Ce livre est bourré de moments comme ça, de cette espèce de folie, de projection sur les places, en essayant d'utiliser les salles de cinéma, les loin, et en se décalant, en utilisant les gares champêtres qui appellent le public. Donc cette déferlante de travail en plein air, il l'a fait sur deux bases. L'une qui est, on est en 48, il se démarque complètement de ce qui est en train de s'organiser autour du cinéma non commercial. Il n'en a rien à foutre. Il se met à tourner en projetant et en se baladant avec son vélo, des fois avec une moto, des fois avec son dos, l'appareil de projection, des fois 16, des fois 35. Et les films, il les récupère, il les achète, il les loue, il les prend, il les vole, et il tourne autour de tout le sud-est. Il est venu jusqu'ici, de Nice, jusque dans les Alpes. Et il décide que 1945, le cinquantenaire du cinéma, le cinéma qui est à montrer, c'est le burlesque. Et il met au centre de son itinéraire, de sa grande tournée qui va durer 4-5 ans, l'ensemble du cinéma burlesque, Buster Keaton, Charlot, et considérant qu'il se met au cœur du cinéma et qu'effectivement les gens, ils peuvent se réunir sur des places avec des publics énormes. Il raconte des séances absolument incroyables par rapport à ça, et que c'est ce cinéma-là, c'est-à-dire que c'est un programmateur, et il fait un choix de programmation extrêmement violent par rapport à ce qui se passe à l'époque, et il dit, il est en lien avec le cinéma éducateur, il est en lien avec en particulier des gens du côté de Montpellier, et il dit, moi j'ai pas à projeter le dernier film de Carnet, j'ai pas à projeter le cinéma là, dont on commence à parler, un peu d'excellence qu'on met à part. Il part sur Charlot, il part sur Buster Keaton, il part sur Beau Citron, qui est un comique français, le burlesque français, et il défend cette idée du rire comme une espèce de nécessaire présence du rire dans le spectacle cinématographique. Bon, c'est un fil aussi qui me paraît intéressant à réfléchir. Et je vous donne juste, je vais à un autre bout de cet itinéraire, parce que ça peut ouvrir une réflexion sur la question du cinéma non commercial. Donc je saute un certain nombre d'exemples que je pourrais vous lire qui redoublent un peu ce que je viens de faire. À quelque temps de là, je montais à Paris avec une recommandation de Geoffroy. C'est un responsable de l'Office cinématographique d'enseignement de Montpellier. Voir le grand patron du cinéma de la rue de Lubeck. C'est le CNC, hein. Monsieur Fouret-Cornoret. Je fis l'antichambre, l'huissier m'ayant annoncé, monsieur le directeur est en conférence, selon l'expression consacrée pour traduire, ces messieurs bavardent dans leur bureau. On m'invita à pénétrer dans les lieux, me fit asseoir dans un grand fauteuil en cuir, m'offrit une cigarette à bout doré que j'acceptais par politesse. Bien que je ne sois pas fumeur, je reçus d'abord des félicitations. Ah, ce que vous faites là, mon ami, est magnifique, digne de tous les éloges, mais c'est surhumain. Le ciné-club au village, savez-vous que vous êtes un précurseur? Là voilà la décentralisation, 48. Mais il faut vous aider. Je vais vous obtenir des subventions, vous fournir un cinébus, vous débloquer des films de cinémathèque. Vous méritez d'être décoré, c'est une idée. Je vais créer pour vous la médaille du cinquantenaire. Je ne me tenais plus de joie. Enfin, on me recomprenait. Ce voyage ne serait pas inutile, je pourrais enfin régulariser ma situation. Monsieur Fouret-Cornoret appelle sa secrétaire. Voyons un peu, étudions votre cas. Tourneur, ambulant, tournée régulière, salle fixe, ciné-club, séance de cinéma exceptionnelle organisée par une association.
cinéma d'essai, musée du cinéma, cinéma publicitaire, cinéma non commercial, cinéma privé, gratuit. Je n'entrais dans aucune des cases. Mes séances ne pouvaient être considérées comme non commerciales parce que payantes et publiques. Elles n'entraient pas dans le cadre des ciné-clubs parce que je n'étais pas subventionné. N'étant pas subventionné, je devais payer des taxes sur les spectacles au maximum. Si mes films anciens n'étaient pas commerciaux, ils étaient hors commerce. S'ils étaient hors commerce, ils étaient réservés à des séances privées gratuites, ce qui n'était pas le cas. En fait, je faisais du cinéma culturel et non commercial en payant les impôts du commercial. On ne pouvait pas me classer dans le commercial parce que je n'étais pas patenté. Or, je n'étais pas patenté parce que le métier de cinéaste ambulant catégorie foraine était supprimé depuis Pétain. Époque charmante où l'on avait interdit aux nomades de se déplacer. Les nomades, ne se déplaçant plus, devenaient sédentaires et comme tels avaient le droit de circuler comme tout bon citoyen respectable. Se déplaçant, ils redevenaient nomades et tombaient à nouveau sous le coup de la loi. De quelque côté qu'on tourna la question, on butait toujours sur le fameux décret interdisant le cinéma ambulant. Même à la Capte, Romander, le gitan, qui possédait camions, chapiteaux, matériel important, était obligé de demeurer sur place et de jouer, été comme hiver, jouer. C'était le terme qu'il emploie pour projeter, il disait jouer un film. Été comme hiver, sous sa tente, sans pouvoir se déplacer. Au bout de 20 minutes, M. Fourré-Cormeret m'accompagna très poliment jusqu'à la porte en disant « Vous êtes un cas. Je vous signale que ce que vous faites est absolument irrégulier. Il m'est impossible de vous faire obtenir la moindre autorisation car je me dresserai contre mon propre règlement, en grave infraction aux lois qui n'ont pas prévu votre cas. Continuez ce que vous avez fait jusqu'à présent. Si vous avez des ennuis, revenez me voir, on arrangera ça. » On arrangea plusieurs fois. Ma cinémathèque avait trouvé refuge dans les gendarmeries nationales. Les films étaient en lieu sûr, ne souffraient pas des intempéries, ni du risque d'être volés. C'était un poids de moins à traîner sur les routes. Passé un certain laps de temps, j'allais récupérer les copies. Cela faisait un roulement. Faute d'être devenu légal, j'étais toléré. Ce rapport complètement délirant et surréaliste de cette pratique de ce Claude Morénas, avec ce qui était en train de se mettre en place en 1946, c'est le début des lois sur le cinéma non commercial, enfin la réorganisation des lois sur le cinéma non commercial. Et il est là dans une espèce d'impossibilité de revendiquer ce qu'il est en train de faire d'un point de vue, disons, de l'éducation populaire, pour simplifier. Et donc voilà, ça c'est un fil que je pourrais tirer plus loin, et là on se retrouverait à réfléchir ensemble avec tout ce qui est aujourd'hui l'héritage de ce qu'on a, de cette période-là, et donc des ciné-clubs et de l'évolution des choses. Et juste vous dire deux, trois mots sur cette législation du cinéma non commercial, deux, trois remarques, des choses sur lesquelles j'ai souvent buté et réfléchi. Donc, en 1946, s'installe une législation du cinéma non commercial dans le même temps où se mettent en place des lois qui cadrent l'économie du cinéma, avec la naissance des lois d'aide, la naissance de la TSA, c'est-à-dire des modes d'intervention possibles, de régulation possible de l'activité cinématographique, à partir de taxes prélevées sur le fonctionnement de l'exploitation. Et donc se crée, dans le creux de ça, une législation pour ce qu'on appelle le cinéma non commercial. Et je voulais juste faire deux remarques. Cette loi, ces décrets ont été repris en 1964 parce qu'elles sont en permanence adaptées. Le CNC s'est toujours trouvé être obligé de les adapter parce que très souvent, elles ne correspondaient plus à la réalité, déjà par rapport à ce qu'on a raconté. Alors là, ça ne correspondait plus du tout, mais même après, petit à petit, il y avait toujours des choses qui n'étaient pas véritablement des activités qui existaient sur le terrain, qui ne correspondaient quand même pas, qui ne rentraient pas dans les cadres, donc il fallait adapter. En particulier autour de tout ce que vous connaissez, certains d'entre vous bien, cette question-là, autour des fameuses 6 séances gratuites tolérées pour toutes les associations, qui ont donné lieu à des transformations et des usages qui ont permis un autre type de location des films. Mais je voulais juste attirer votre attention sur un mot qui apparaît tellement simple entre nous, c'est une espèce de terme valise, un peu comme l'éducation à l'image. Ces lois permettaient de créer des habilitations
des habilitations à diffuser la culture par le film. C'est une phrase que vous avez certainement déjà dû entendre, diffuser la culture par le film. Si vous la réfléchissez, pour moi, elle est absurde. Qu'est-ce que c'est que diffuser la culture? Alors d'un coup, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Et ça se fait par le film. Comment le film peut diffuser quelque chose? Lui-même, c'est un film. Donc il y a dans cette phrase-là, dans la manière dont les mots sont construits, quelque chose qui pour moi nie de façon assez forte la dimension de l'œuvre. Elle n'est pas là. Le film, il est là pour diffuser quelque chose d'autre. Et le principe, le travail, c'est de diffuser la culture. Et c'est donc de diffuser quelque chose qui préexiste. Donc voilà, on pourrait réfléchir ensemble plus longuement sur cette question-là. Et une autre remarque que j'aurais envie de vous faire par rapport à ça, à l'intérieur des associations qui étaient créées, qui permettaient de bénéficier de ces lois, donc peut-être avant, pour bénéficier de ces lois, il fallait accepter toute une série de contraintes qui permettaient de ne pas gêner le développement de l'industrie en train de renaître. Toute la réglementation du cinéma non commercial, elle n'est pas faite pour aider au développement du cinéma non commercial, elle est faite pour l'encadrer. On se retrouve à la Libération à une espèce d'envie de faire toute une série de choses, et en même temps on est en train de faire renaître une industrie, et l'industrie, elle sait parfaitement commencer à se défendre pour empêcher, par exemple, le travail qui se faisait en non commercial. Vous ne pouvez pas louer les films directement chez les distributeurs, on les loue dans les fédérations qui elles-mêmes achètent les films. Vous ne pouvez pas utiliser les bandes annonces, vous ne pouvez pas utiliser les affiches, vous ne pouvez le diffuser qu'à vos adhérents. Il y a toute une série d'éléments de réglementation qui font qu'il y a un encadrement extrêmement précis et qui est complètement contrôlé par le CNC et le ministère de la Jeunesse et des Sports. La culture n'existe pas trop à cette époque-là, et l'Éducation nationale qui interviennent. Et juste de vous donner aussi un autre exemple de ça, c'est que dans ces associations est isolé le titre il y en a qui peuvent porter le titre de ciné-club. Donc on montre très précisément là un endroit important. Et vous savez ce que c'est un ciné-club? C'est ceux qui organisent régulièrement des séances comportant des présentations et des débats sur les films projetés. Ce n'est pas des structures qui décident de projeter des films qui sont des œuvres d'art ou qui sont des œuvres fortes. Ce qui caractérise le ciné-club, c'est le débat. Ça aussi, ça nous paraît évident, on dit, bah oui, bien sûr. Si on le réfléchit un peu, moi je peux vous assurer que j'ai, en tant que conseiller technique, fait passer des diplômes et assurer des examinations pour des animateurs qui présentaient leur diplôme d'animateur et qui organisaient une séance de ciné-club. Je vous jure que je l'ai vécu plusieurs fois. J'arrivais pour faire passer cette séance, l'animateur allait très loin pour la préparer et son but c'était de dire: messieurs, dames, bonjour, on va projeter ce film, je suis content que vous soyez là, le film vous a réunis. Bon, le plus important, c'est quand même ce qui va se passer après, c'est le débat sur le thème. Le film étant complètement un prétexte. Je caricature en le mettant en avant, mais pour moi, ça va avec, il y a toute une réflexion à avoir. Et il se trouve qu'au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports, on était quelques-uns à travailler ensemble à partir de 90, quand j'ai pris la responsabilité de l'endroit, avec des gens comme Jean-François Camus, des gens comme Guy Aubard, des gens comme un certain nombre de conseillers techniques qui défendaient en particulier, qui étaient des grands amis de Gérard Lefebvre, Philippe, qu'on évoquait hier, et qui, à mon avis, est un personnage tout à fait important. Et en 1997, au moment du ministère de Marie-Georges Buffet, on s'est mis un jour à discuter avec le directeur de cabinet qui était venu dans une réunion des conseillers techniques, comme ça, et on lui a dit, et on lui faisait la remarque sur l'idée, ces lois sur le cinéma non commercial, elles sont complètement obsolètes aujourd'hui, difficiles. Les fédérations de ciné-clubs se sont petit à petit regroupées en une seule, la Confetti, je crois, un truc, enfin bref. Et il y a cette idée, en fait, il y a une dérégulation, et on n'applique pas ces lois. Et l'idée d'un coup qu'on a proposée au ministère, à Marie-Georges Buffet, c'était de dire, puisque ces lois ont été écrites à un moment pour encadrer la dynamique du cinéma non commercial, pour ne pas gêner l'industrie, on est à un moment où il faudrait encadrer l'industrie pour ne pas
pas gêné le développement du travail des salles et de l'animation. Et donc, on a fait un travail avec le CNC qui a duré 1 an et qui arrivait pratiquement à des propositions. On ne parlait plus de diffusion de la culture par le film, mais on essayait de développer l'idée d'une action culturelle cinématographique, et où la diffusion des œuvres était effectivement reprise de façon centrale. Donc ça a été un long travail, et il a été arrêté. À l'époque, Marie-Georges Buffet était beaucoup plus mobilisée, d'abord sur le mondial, mais surtout sur la lutte contre le dopage. Son ministère a été complètement phagocyté par cette lutte contre le dopage. Et les responsables de Ciné Club, une certaine Janine Bertrand, que tu dois te rappeler, Philippe, qui suivait ces travaux-là avec beaucoup d'effroi, à un moment pris la décision de rencontrer la ministre en disant « Ne touchez pas au Ciné Club ». C'est-à-dire ne cherchez pas à reprendre, ne touchez pas au Ciné Club, sinon vous aurez Godard dans la rue. C'est-à-dire, on peut faire sur le Ciné Club une bataille de l'ordre de celle qui s'était faite sur la Cinémathèque. Et cette idée de refonder cette loi pour essayer, au contraire, de desserrer et de faire rentrer dans une action culturelle d'autres associations, parce que c'est évident, sur le terrain, ça partait de tous les côtés, surtout à partir des années 70-75, et avec l'arrivée de la vidéo et la façon dont le cinéma s'est transformé. Donc voilà, ça fait un des fils qu'on pourrait tirer à partir de cette première expérience que j'évoquais, et qui est un... Alors, juste vous dire, parce que je voudrais quand même être clair dans mon propos, c'est vrai que j'ai vécu tout un itinéraire où les contradictions de l'éducation populaire je les ai ressenties tout au long, de ma place de conseiller technique et après, de différentes situations que j'ai pu vivre, et où j'ai toujours eu l'impression que ce qui était effectivement instrumentalisé, qui posait problème, qui n'était pas pris de front, c'est toujours été la question de l'expérience artistique, c'est-à-dire clairement de la dimension artistique du travail que l'on développait. Et il nous semble qu'on est devant toujours cette question. Et en même temps, je lisais il n'y a pas longtemps un livre qui a été édité par toute une série, tout un mouvement que certains d'entre vous peut-être connaître, la revue Cassandre, Orchamps, des gens qui travaillent aujourd'hui sur un site qui s'appelle L'Insatiable. Et ils ont édité un livre qui s'appelle L'éducation populaire, une utopie d'avenir. C'est fait à partir d'un travail qu'un certain Franck Lepage a fait sur l'analyse des stages de réalisation du ministère de la Jeunesse et des Sports. Mais, alors que là aussi, on pourrait dire beaucoup de choses sur ça, mais à l'intérieur de ce livre, il y a un très long texte de Roland Goury qui est sur l'idée de l'éducation populaire, une utopie d'avenir. Et puis il y a une postface de Marie-Josée Monzin qui a une phrase que j'ai envie de vous lire. C'est-à-dire que quelque part, je ne suis pas en train de refuser d'ignorer l'éducation populaire, mais je me dis qu'il y a quelque chose qu'elle est passée à côté de quelque chose, ou en tous les cas, elle ne l'a pas pris en compte. Et Marie-Josée Monzin dit, si l'on a voulu, après les désastres de la Deuxième Guerre, donner enfin sa forme à l'éducation populaire et au partage populaire des œuvres et des formes de la création, ce fut avec la conviction et l'espoir que désormais la construction d'un monde politique ne pouvait s'accomplir que par la voie de la création, du partage et de la transmission des choses et des signes. Moi j'ai dit oui, mais il faut aller au bout de ça à ce moment-là. Et il ne faut pas se payer de mots. La question du partage de la création, du partage de la transmission des choses et des signes, elle nous oblige à une grande attention à cette situation particulière des choses et des œuvres et de la création. Et on ne peut pas se payer de mots et de croire qu'on fait... Et oui, il me semble que l'ami François Morenas, dans son envie du rire, dans son envie de Charlot, il est vraiment là au cœur de la problématique. Bien sûr, c'est le bordel autour, bien sûr qu'il fait n'importe quoi, mais la force et la puissance de la situation qu'il crée,
Donc la création de la situation cinéma, la salle, le dehors, le dedans, et Charlot.